Pourquoi l'alcool anéantit votre récupération et comment en prendre sans tout gâcher. Donc, première chose, on va regarder ensemble pourquoi que l'alcool va nuire à votre récupération. Donc, j'ai été chercher plusieurs études sur le sujet. Premièrement, on va regarder comment que l'alcool affecte le sommeil parce que, bon, ça, c'est pas une surprise pour personne. On sait tous que le sommeil, c'est essentiel pour récupérer de nos entraînements, puis juste pour être en santé, en forme, avoir juste une bonne humeur et éviter les problèmes psychologiques. Premièrement, il y avait une étude qui avait été faite où est-ce qu'il avait donné 0,54 grammes d'alcool par kilo de poids de corps à des groupes d'individus, ce qui équivaut à environ 3 consommations d'alcool pour un homme de 180 livres. Okay? Ce qui n'est pas une consommation forcément abusive. Beaucoup de gens vont prendre 2 à 3 consommations le soir sans même que ce soit forcément à la fin de semaine. Ils ont mesuré différents marqueurs et ils ont remarqué une diminution significative de la mélatonine dans les heures qui suivaient la consommation d'alcool, de 15 à 19% de diminution. Donc, ça nous porte à croire que l'alcool, ben, premièrement, va perturber les cycles du sommeil, c'est bien évident, mais a le potentiel de perturber le rythme circadien, donc notre rythme biologique jour-nuit, que lorsque notre rythme circadien est perturbé, on va avoir des problèmes de sommeil qui s'ensuivent. Donc, l'alcool peut contribuer à développer des problèmes de sommeil, même si beaucoup de gens vont utiliser ça pour mieux dormir, parce que l'alcool, c'est un dépresseur. Ça va ralentir le système nerveux, ça va nous endormir, mais ça va pas aider à induire un cycle de sommeil normal. Okay? En fait, ça va lui nuire. Donc, ça peut causer des problèmes de sommeil. Quelqu'un qui va avoir une consommation d'alcool moindrement élevée ou régulière peut contribuer à développer des problèmes de sommeil plus chroniques, ce qui est un gros point négatif pour la récupération. Aussi, l'alcool a tendance à augmenter tout ce qui va être problème de ronflement, problème d'apnée du sommeil, parce que, justement, à cause de l'effet sédatif de l'alcool, ça peut avoir tendance à trop relâcher certains muscles au niveau du cou, ce qui va amplifier les ronflements et les difficultés respiratoires pendant le sommeil, qui est associé à une grosse baisse d'énergie. Typiquement, un des symptômes premiers de l'apnée du sommeil, c'est de se réveiller sans avoir l'impression d'avoir dormi tellement qu'on avait une mauvaise qualité de sommeil. Donc, non seulement ça peut perturber le rythme circadien, ça peut aussi aggraver des problèmes respiratoires pendant la nuit. Aussi, ça va avoir tendance à anéantir le rapid eye movement, le sommeil paradoxal à la fin de nos cycles de sommeil. Donc, un cycle de sommeil normal dure 90 minutes. Et à la fin, pardon, on va avoir une phase de sommeil paradoxal où est-ce que ça va être associé à aux rêves, mais ça va être associé aussi à la consolidation de souvenirs, de choses comme ça. Si il nous manque cette portion-là de notre sommeil, ça va avoir un impact sur nos journées. Okay? Ça va avoir un impact sur notre concentration. Ça peut même augmenter notre perception de douleur. Ça peut faire en sorte que si on a des petites douleurs, on les perçoive plus comme des grosses douleurs si on manque cette phase de sommeil-là de manière chronique. Donc, la consommation d'alcool va perturber au moins les 2 premières phases de sommeil paradoxal pendant la nuit. Puis si on dort des courtes nuits où est-ce qu'on a à peine 3 cycles de sommeil, bien ça se peut qu'on en ait juste 1 sur 3. Donc ça peut avoir un gros impact à ce niveau-ci. Il y avait une autre étude aussi qui avait donné des plus fortes doses, en fait, l'équivalent de 8 à 9 consommations, encore là pour un homme là, de 180 livres. Et on remarquait que le pic de production d'hormones de croissance dans la nuit était grandement diminué, puis en fait était aussi déplacé, probablement en partie à cause de ce qui se passe ici. Puis il y avait aussi une diminution de la testostérone dans la journée qui suivait, d'une moyenne de 23%. Donc, une grosse consommation d'alcool va vraiment avoir un gros impact sur des hormones qui sont essentielles dans la récupération puis dans la performance. Et comme de fait, il y avait une autre étude qui avait été faite sur des joueurs de rugby où est-ce qu'il leur avait donné l'équivalent, encore là, pour un homme de 180 livres, de 5 à 6 consommations le soir.
suivant une partie et le lendemain, ils testaient leur puissance sur des sauts. Puis, il y avait une diminution vraiment significative de la puissance. Donc, les athlètes étaient moins performants le lendemain de ça. Donc, on peut voir que ça a un réel impact. Okay? Ça a un impact sur la récupération dans les médias, mais ça peut avoir un impact sur la récupération de manière chronique si on induit des problèmes de sommeil à cause de l'alcool. Et on sait que si on en consomme, ben, le lendemain, si par exemple on va s'entraîner, il y a des fortes chances qu'on ait une diminution de nos performances. Donc une diminution du stimuli d'entraînement, ce qui à long terme aussi va faire en sorte qu'on a juste moins de résultats. Et par expérience, les gens qui consomment de l'alcool, qui ne veulent pas diminuer leur consommation d'alcool et continuer à s'entraîner, généralement, ils ont des moins bons résultats à tous les niveaux. Et la journée où ils se décident enfin de diminuer, de limiter leur consommation, là, tout se met à changer du tout au tout. Puis, j'ai rajouté un autre point qui n'est pas rapport vraiment avec la performance, mais qui est quand même probablement la chose la plus importante, c'est l'impact que l'alcool a sur la mortalité, toutes causes confondues. Donc, il y a une méta-analyse qui est sortie il y a 2 ans de ça, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'ils ont analysé beaucoup d'études, justement, pour essayer de voir c'est quoi la quantité d'alcool qui a un impact sur la mortalité. Et la quantité d'alcool, en fait, où est-ce qu'il commençait à avoir un changement. Les gens, s'ils consommaient de manière régulière, cette quantité-là allait mourir plus tôt. Et c'était à partir d'une consommation. Ce qui veut dire que c'est vraiment ce qu'on appelle dose dependent. Le moins d'alcool que tu vas boire dans la vie, le moins de chances que tu as de mourir. C'était aussi simple que ça. Les corrélations étaient parfaites partout. Plus qu'on va consommer d'alcool, plus qu'on a de chances de mourir, moins qu'on en consomme, moins on a de chances. Aussi simple que ça. Je dis pas que tu vas mourir 10 ans plus tôt si tu bois une consommation d'alcool par mois, mais littéralement, une consommation d'alcool par mois a un certain impact comparé à 0. Okay? Parce que l'alcool, l'éthanol, c'est neurotoxique. C'est une toxine, ça crée des dommages, puis c'est ça qui va donner l'effet. Donc, c'est un poison, littéralement. Un poison, c'est généralement dépendant de la dose. Plus on en prend, plus ça va être dommageable. Donc, c'est ça qui arrive pour l'alcool. Donc, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on devrait juste jamais boire d'alcool dans la vie et que si on prend la décision de boire de l'alcool à une fréquence quelconque, que notre vie est gâchée? Non. Mais il faut garder ça en tête que c'est vraiment dépendant de la quantité. Là, si quelqu'un s'entraîne, veut se mettre en shape, veut gagner de la masse musculaire, devenir fort, avoir un physique plus découpé, il y a une certaine quantité qui est certain que ça va avoir un gros rôle. Certaines personnes vont être plus affectées que d'autres, c'est bien évident. Mais par expérience, depuis ce que j'ai constaté dans les 10 dernières années, moi j'ai remarqué que en bas de 2 consommations par semaine, je suis jamais capable de voir vraiment de différence. Si la personne me dit qu'elle a consommé, mettons, 1 ou 2 consommations dans la semaine, je suis pas capable de quantifier une différence là, négative. À partir de 2 et plus, ben là, c'est toujours dépendant du dosage. En fait, plus la personne en consomme, plus on voit que ses entraînements sont affectés, que la personne n'est pas capable de perdre du gras, que le gain de masse musculaire va être plus difficile, principalement parce qu'on a des moins bonnes performances pour le gain de masse musculaire et que si on en consomme une bonne quantité, on a des troubles de sommeil souvent chroniques ou un sommeil non optimal de façon chronique. Okay? Donc, moi, c'est ce que j'ai constaté. En haut de 2 consommations, pour la majorité des gens, ça commence déjà à affecter. Puis, là, je le sais, la question va venir, c'est quoi le meilleur alcool à boire? Ben, de l'alcool, c'est de l'alcool, OK? Fait que là, quand on parle de meilleur alcool, on va plus parler, à part l'alcool, ce qui est contenu, ça serait quoi, là, les types de fort? Est-ce que c'est plus du fort, du vin, de la bière, des choses comme ça? Parce que là, on va s'intéresser au sucre ou aux autres
ingrédients qu'il va avoir dans la boisson, mais le problème principal de l'alcool, c'est l'alcool. Donc, rendu là, tu sais, si on veut faire attention au sucre, oui, il y a des boissons qui vont être moins pires que d'autres, mais moi, je trouve que ça fait même pas de différence notable, sauf pour quelqu'un qui suivrait une diète cétogène puis qui il veut pas sortir de cétose, mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Donc, je ne vais pas m'aventurer dans les différents types d'alcool. Puis, une dernière petite parenthèse que je voudrais ajouter, parce que là, je sais qu'il y a bien des gens qui veulent perdre du gras, puis que là, ils vont rentrer les calories des consommations d'alcool. Parce que, tu sais, si on est censé, par exemple, avoir un déficit énergétique de, je sais pas, 250 calories, puis qu'on consomme pour 250 calories d'alcool en plus de notre menu, ben, on tombe à zéro. Donc, il n'y aura pas de changement. Fait que là, si on veut garder cette quantité d'alcool-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir couper dans le reste. Il va falloir diminuer notre apport calorique dans les vrais aliments. Le problème avec ça, surtout pour quelqu'un qui veut perdre du gras, quelqu'un qui est en surplus calorique, c'est pas aussi pire, mais quelqu'un qui veut perdre du gras, qui suit une diète, il mange moins de nourriture. Il est plus enclin à avoir des carences nutritionnelles parce qu'il y a un moins grand volume d'aliments. J'ose espérer que cette personne-là est sur une diète et mange des aliments vraiment très complets et très nutritifs parce que sinon, la personne est vraiment à risque d'avoir des carences nutritionnelles. Mais là, c'est que si en plus d'être sur une diète, on essaie d'inclure dans notre diète de l'alcool, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on n'a pas le choix de couper dans les vrais aliments qui nous donnent des nutriments. Donc, on augmente encore une fois les chances d'avoir des carences nutritionnelles. C'est pour ça que, tu sais, je dis, il n'y a pas de différence notable en bas de 2 consommations. Mais pour quelqu'un qui veut coter, moi je dirais que le moins t'en prends, le mieux que c'est, parce que le moins de chances que tu as d'avoir en plus de ça des carences nutritionnelles parce que tu ne manges pas assez. Donc j'espère que cette vidéo-là va vous aider, j'espère que c'était intéressant. S'il vous plaît, partagez mes vidéos, ça m'aide grandement.